Bonjour Stéphane. Bonjour. Enchanté de te recevoir aujourd'hui un peu à la one again comme on fait nous d'habitude dans ce Hack-A-Show. Donc vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. J'aurais peut-être pas dû, mais on va voir. Mais si. C'est ça, hein. Ouais. À tes risques et périls. Bon. Alors, en même temps, moi j'étais contente quand on a vu que tu as accepté de venir ici parce que pour une fois, c'est une médium qui a, si tu veux, l'opportunité de t'interviewer sans être testée. Donc du coup, c'est moi, plus confortable, je trouvais ça sympa. Ouais. Hein, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu sauté au plafond en me disant oui, je vais pouvoir venger un petit peu tous mes collègues parce que tu es reconnu un peu dans le métier comme étant la terreur des médiums. Ouais. Hein, quand tu appelles, en général, les gens sont un peu... voilà. Bah oui, j'essaie de faire un travail sérieux, donc effectivement, ça les mène, eux, dans une position qui est très inconfortable, ça. Inconfortable, flippante, mais... Bon, je pense que quand on reçoit des parents qui ont perdu un enfant il y a quelques mois, on n'est pas dans une position très confortable non plus, donc il faut quand même une sacrée assise pour pouvoir tenir le coup dans ces circonstances, et donc ils peuvent encaisser. Oui, voilà. Tout à fait. En tout cas, pour dire merci. voilà, merci. Et puis de toute façon, comme c'est ma toute première interview, je suis de toute façon méga stressée, donc tu l'emporteras pas au paradis. D'accord. Ça se voit pas du tout. Non, pas du tout. Alors, pour résumer un petit peu le test, est-ce que tu as envie de le faire toi ou est-ce que tu veux que je le fasse? Vas-y. D'accord. Il y en a marre de parler. Je l'ai lu. Hein, attention, j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais celui-là, je l'ai lu et je l'ai trouvé très intime. Finalement, c'est, pour raconter la petite histoire aux gens qui nous regardent, c'est, tu as perdu ton papa. Et suite à la mort de ton papa, au moment du cercueil, tu as eu une idée, c'était de déposer plusieurs objets dans le cercueil de ton papa. Donc on ne va pas faire le spoiler, on ne va pas dire les objets, même si tu l'as dit au début du livre. Et tu as été, suite à ça, voir 6 médiums auxquels tu as... Alors j'ai surtout pas dit que j'avais caché des objets. Voilà, toute lambda, sans vraiment... Je leur disais que je voulais faire des interviews avec eux pour qu'ils me racontent leur vie. Je voulais faire un livre sur la médiumnité. Et je voulais juste leur demander de faire une séance de médiumnité comme ils font spontanément habituellement avec leurs clients pour voir si éventuellement des défunts se présentaient. Et pour moi, ce que j'attendais, c'était que mon père se manifeste pendant ces séances spontanément et parle des objets. D'accord. Voilà. Donc ce test a été, en l'occurrence, plutôt concluant. Plutôt très fort concluant, oui. Voilà. Comment ça t'est venu cette envie de rendre ça public? Parce que c'est très personnel finalement comme démarche. Et alors peut-être que c'est une déformation de ton métier de journaliste? Oui, c'est vrai que je peux pas faire grand-chose dans ma vie qui ne soit pas orienté journalistiquement parlant, mais au-delà de ça, je pense que la réflexion sur la mort, elle se fait de façon ultime, elle se fait de façon très personnelle et intime. On peut réfléchir à la mort, lire des textes philosophiques, lire des textes spirituels, et éventuellement faire des recherches comme moi je fais, très journalistiques, sur la conscience, sur les expériences de mort imminente, sur la médiumnité. Mais au final, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nous? Qu'est-ce que ça nous modifie dans notre façon de voir notre propre fin, la fin et la mort de nos proches, et que ce cheminement, il est très intime et très personnel. Donc j'ai fait déjà plusieurs livres autour de la question, j'ai fait des films, et j'avais envie dans ce livre-là d'aller un peu plus loin et de dire aussi ce que ça avait provoqué chez moi. Parce que voilà, j'ai perdu mon frère dans un accident il y a 15 ans, mon père il y a donc 2 ans, et mon travail, mes enquêtes, ma recherche autour de la mort m'a forcément impacté, m'a forcément changé, et j'avais envie d'être... De me livrer vraiment très sincèrement pour dire voilà, moi ce que j'ai fait rationnellement c'est ça, mais il s'est aussi passé d'autres choses à côté, ça a été vraiment important, et aujourd'hui je suis apaisé, je pense que la vie se poursuit derrière pour des raisons à la fois rationnelles mais aussi pour des raisons intimes, et j'avais envie dans ce test-là de rassembler à la fois le super cartésien et rationnel. Voilà, je planque des objets, je suis le seul être humain à le savoir, donc si un médium m'en parle, où est-ce qu'il a eu l'information? Est-ce que c'est mon père qui lui a donné? Il y a de fortes chances. Et à côté, voilà, qu'est-ce que ça me donne comme apaisement, comme tranquillité sur la question de la mort, comment j'y suis arrivé, etc., etc. Donc le test, c'est tout ça à la fois en fait. Et c'est marrant parce qu'on a reçu France Gauthier
je ne sais pas si tu connais France Gauthier. Ah non, pas du tout. Elle a exactement en fait le même parcours que toi, plus ou moins. Hein. Comme elle le dit elle-même, c'est une journaliste de la télévision québécoise qui a été défroquée en répandeuse maintenant de bonnes nouvelles. Elle a été voir aussi des médiums qui lui ont donné des informations, etc. Elle a accompagné une amie qui était qui avait un cancer, on appelle ça dérision, pardon, la guérison, etc. Et elle nous a dit que effectivement après, elle a été voir ses médiums pendant 10 ans et elle avait la certitude maintenant aujourd'hui que c'était bon, il y avait une vie après la mort et maintenant elle a décidé de faire autre chose, de faire des conférences, etc. D'ailleurs, elle a une tournée là bientôt en Belgique et en France. Bientôt. Mais et toi, si j'osais, je te demanderais quelle est la suite. Est-ce que tu la connais comme un peu un footballeur qui aurait une carrière et qui... Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. S'il y a une certitude maintenant, c'est que la mort est présente dans ma vie depuis toujours. C'est-à-dire qu'avant même de m'intéresser à la médiumnité ou la vie après la mort, avant même la mort de mon frère, je m'intéressais à ça. Je suis devenu reporter de guerre à 19 ans, je suis parti en Afghanistan pour rejoindre les Moudjahidines, donc je suis obsédé par ça, de façon, à cette époque-là, peut-être très fantasmée, très naïve et puérile. Aujourd'hui, je comprends que la mort est un sujet qui aujourd'hui, que j'arrive à aborder avec beaucoup de sérénité et de tranquillité et de paix. Je l'ai vu même quand j'ai accompagné mon père, ce que je raconte dans le test. J'étais dans une capacité à l'aider, je pense, à passer ce moment-là. Et pour moi, tout était assez serein en fait. Et dans mon travail de journaliste, j'ai envie d'utiliser cette familiarité avec ce sujet-là pour continuer à essayer de proposer des approches qui soient apaisantes sur cette question-là. Je sors dans quelques temps un livre que j'écris avec le psychiatre Christophe Fauré sur l'accompagnement de fin de vie, qui est un espèce de petit guide pour s'approcher de la mort et mourir. Et voilà, et les projets ultérieurs vont, à mon avis, toujours tourner un petit peu autour de cette question-là, parce que c'est une question fascinante, mais surtout, au-delà de la question mort proprement dit, c'est constamment un regard sur notre vie. Parce que la mort, on y arrive en étant qui on est, et notre mort va pouvoir être impactée par la façon dont on est aujourd'hui. Donc est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que les défauts que j'ai, les moments où je m'emporte, les moments où je me mets en colère, est-ce que je ne peux pas les corriger aujourd'hui? Et si je ne les corrige pas aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas me submerger un petit peu d'émotions au moment où je vais mourir? Donc ma vision aujourd'hui de la mort, elle est très inspirée de la synthèse que j'ai pu faire entre différentes traditions spirituelles, et notamment, et puis de recherche rationnelle aussi cartésienne, mais notamment de ce que dit le livre des morts tibétain, qui dit que en fait nos émotions qu'on arrive à contenir de façon assez névrotique dans notre vie quotidienne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer des choses, mais bon, c'est pas grave, on gère, on peut ne pas aimer des personnes, c'est pas grave, on gère, on peut ne pas aimer des situations et même se rendre malade parce qu'on n'est pas à sa bonne place dans sa vie, mais tout ça, c'est pas grave, on gère, on garde ça dans notre corps, au bout d'un moment ça sort, ça devient une maladie ou je ne sais quoi, mais on gère quand même, mais quand on meurt, il n'y a plus de corps qui contient tout ça, donc toutes nos émotions, toutes nos choses non gérées, non réglées, prennent les commandes de tout. Donc ça peut faire apparaître des choses qui nous font peur, ça peut faire apparaître des choses qui nous font imaginer qu'on est dans un monde alors qu'on n'est pas, enfin ça peut créer beaucoup d'illusions, et je pense que tout le travail de lucidité qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui dans notre vie nous aide à bien mourir. Donc en fait tout mon travail sur la mort, c'est pour venir regarder, éclairer votre vie au maximum. Plus vous êtes clair avec vous-même, avec votre façon de fonctionner, votre façon de gérer vos émotions, plus ça se passera bien la mort, et puis autant que ça se passe bien quand même. Oui. Et tu l'imagines comment parce qu'on dit souvent la pensée est créatrice, il y en a même des fois des médiums qui disent qu'on peut imaginer ce qu'on veut là-haut, et toi, qu'est-ce que tu aimerais là-haut? Bien joué. J'aimerais mourir à la fin de ma vie en fait. C'est pas mal. Très belle réponse. En plus, tout magnifique réponse. Oui, hein. On cette chance à un moment donné. Oui, oui. Non, c'est ça. Non, je sais pas. Je voudrais être conscient. Je voudrais être le maximum conscient, voilà, pour pouvoir y participer. Parce que je pense que c'est un moment auquel on peut participer, et plus on y participe, plus c'est enrichissant en fait, d'une certaine manière. La présence en fait. Mais c'est un peu comme le monde de l'endormissement en fait. C'est ça le problème, c'est que on va au lit, on se couche, on met la couverture, on commence à se laisser aller, à se détendre, puis à un moment on perd connaissance et on se réveille dans le rêve. Sauf qu'on ne sait pas qu'on est dans le rêve. Et là, on vit notre vie de rêve, et puis au bout d'un moment, on se réveille. Le moment de la mort, c'est exactement ça, d'après les bouddhistes. Il y a un moment d'inconscience, et c'est ce moment d'inconscience, si on réussit à le réduire au maximum, ou à être conscient au maximum dans ce petit gap, là, on a peut-être la chance de pouvoir, justement, arriver dans un monde qui va être plutôt maîtrisé, bienveillant, et dans lequel il n'y aura pas de mauvais rêves, en fait, voilà. Oui.
Ah, c'est d'accord. Enfin, et qu'est-ce qui a fait... Comment tu as choisi les médiums? Est-ce que tu as pris vraiment des gens que tu connaissais déjà et en qui tu avais confiance? Ou tu t'es laissé quand même un peu... Là, j'ai déjà eu la sensation que ce livre-là, c'est pas moi qui le maîtrisais. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse confiance et que si l'expérience, pour une raison ou une autre, ne devait pas marcher, elle ne marchait pas et puis il ne fallait pas que je m'obstine dedans. Donc j'ai pensé à plusieurs médiums que je connaissais parce que je connaissais leur capacité. Je connaissais leur capacité indiscutable, leur honnêteté. Je connaissais aussi leur capacité à gérer la situation de stress que représente de faire une séance de médiumnité dans ces conditions. Et puis après, je me suis dit, je laisse la porte ouverte à qui se présente. Et il y en a qui sont arrivés comme ça. Christelle Dubois, par exemple, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais testé dans aucune circonstance, tout d'un coup, elle s'est manifestée. Je me dis, tiens, elle, je vais lui proposer. Et il y a une autre aussi, Loane Miège, qui elle n'est pas du tout médium. Elle fait un peu de médiumnité, mais elle fait des soins. Et il lui arrive pendant ses soins d'avoir des défunts qui se présentent et de communiquer avec eux. Donc un jour, comme ça, on s'est croisés. Je me dis, tiens, je voudrais t'interviewer pour un bouquin. Et puis voilà, on a fait le test comme ça. Voilà, mais je voulais essayer d'être disponible pour ce que l'univers ou les autres défunts ou tous ceux qui allaient participer à ce bouquin puissent présenter. Et puis voilà, ça se fait comme ça. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Moi, on dit ça, on dit rien. Mais c'est quand même bien vu. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui. Alors, petite question blagounette. Est-ce qu'un jour, tu vas écrire un bouquin pour t'excuser auprès des médiums de les avoir un petit peu traumatisés Mais non, ils sont super copains, ils sont amis, ils savent que je suis bienveillant. C'était la question à la con. Voilà. Un médium, ça c'est fait. Est-ce que tu sens que ce que tu fais, les témoignages que tu apportes, etc., dans tes livres, dans l'INRES, dans Inexploré, etc., aident les gens? Est-ce que les gens viennent te voir pour te remercier? Je reçois beaucoup de témoignages de gens qui me disent que ça les a aidés à convaincre des proches ou à en parler à leur papa qui, lui, était plutôt sceptique, etc. Donc je sais que cette espèce d'attitude un peu bornée et rationnelle qui sans cesse a des questions et je ne veux pas lâcher les questions, je sais que dans notre société qui n'est pas habituée à côtoyer ces phénomènes et ces sujets-là de façon facile, c'est des questions que les gens se posent spontanément. C'est vrai que un tel il communique avec les morts, ouais mais bon, est-ce que ça peut pas être ci, est-ce que ça peut pas être ça, est-ce qu'il peut pas confondre, etc. Toutes ces questions je me les pose, mais je suis pas les seuls à me les poser en fait. Et je suis juste le pur produit. Je suis un journaliste en fait. Je me pose les questions que les gens se posent et dans ce sens, je pense que ça. Du coup, quand j'explore un sujet un peu à fond, comme celui de la médiumnité avec le test, toutes les questions que j'avais, je les ai posées, donc il n'en reste plus trop, et je pense que c'est ça qui aide les gens à se sentir un peu rassurés. Voilà, on ne part pas dans n'importe quoi, je ne leur vends pas une croyance ou une religion, j'ai une méthodologie, je suis très cartésien en fait. C'est ce que j'aime beaucoup en fait dans tes livres, parce que au-delà de partir dans des choses qui pourraient accentuer les croyances sur ce qui se passe là-haut, l'astral, l'au-delà, etc., les strates, les machins, etc. Niveaux, tu restes vraiment dans la limite de l'entendable, en fait. De ce qui reste. Moi, il y a une règle simple. Qu'est-ce que je peux vérifier ? On peut me dire tout ce qu'on veut. S'il n'y a aucun élément qui me permet de vérifier, ça peut être super gentil, super joli, mais c'est le domaine pour moi de la croyance. Alors maintenant, dans ma vie personnelle, il y a aussi des moments où des gens partagent des expériences et je ne suis pas là à essayer de vérifier qu'ils me disent la vérité. Mais dans le cadre, par exemple, du test, voilà, il y a des objets cachés dans le cercueil, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Quoi. Et si ça marche, ok, on peut entendre différemment tout ce qui est dit. Et c'est un petit peu l'objet du test, c'est-à-dire qu'il doit se passer quelque chose dans ce test qui se passe, et du coup quand les médiums me partagent des sensations, des ressentis qu'ils peuvent avoir, qui eux sont moins vérifiables, comme j'ai pu vérifier qu'une partie des choses qu'ils disaient étaient vraies, du coup ça me donne plus de facilité. C'est un peu comme avec le livre des morts tibétains. Les morts tibétains, ils nous disent ce qui se passe avant la mort, pendant et après. Bon, avant la mort, ce qui est assez troublant, c'est que ce texte qui a été écrit quand même au 8e siècle est super précis sur tous les mécanismes physiologiques de la fin de vie qu'on connaît aujourd'hui, qu'on observe en soins palliatifs. Donc si c'est aussi précis sur ce moment-là, alors que ça a été écrit d'une façon un peu magique et mystérieuse il y a 1200 ans, voire 1300 ans, peut-être que ce qui est dit pendant la mort et après la mort dans ce livre-là est aussi précis. C'est rassurant en fait. Voilà. À partir du moment où tu peux rassurer, enfin pas rassurer, mais à partir du moment où tu peux vérifier un des éléments qu'on te donne,
ok, ça change la donne, quoi. Ben oui, puis ça donne de l'appui, mine de rien, à des gens qui sont sceptiques. On l'a vu dans la conférence tout à l'heure, il y a toujours des sceptiques, etc. Et ça viennent peut suis amener... voilà, Mais je suis sceptique, moi. Oui, je suis sceptique. C'est ça qui fait... C'est bien d'être sceptique. Le doute est une des qualités qu'on a dans notre société cartésienne et rationnelle. Je veux dire, ceux qui n'ont pas de doute, c'est des gens qui sont dans l'hypercroyance. Alors c'est bien, ça peut être cool, hein, c'est mieux de ne pas avoir trop de doute, mais voilà, même des gens comme l'abbé Pierre disent à la fin de leur vie que finalement ils avaient plein de doutes. Donc on a tous des doutes et c'est bien, c'est vraiment une qualité humaine. Après, il faut que ces doutes ne deviennent pas une espèce de barrière ou de frein idéologique qui nous empêche de vouloir remettre en question tout ce qu'on pense comme étant la réalité. Et je suis le premier sceptique, je suis le premier à être cartésien et très rationnel dans ma démarche, en fait. Moi, pour être médium, j'avoue que j'ai souvent mes petites valoches déjà prêtes pour aller à l'HP au cas où. Alors chaque fois, je les re-range parce qu'il y a toujours un truc qui me dit « Ok, bon, t'es peut-être pas folle », mais le doute est hyper important et toujours pareil pour moi, même moi qui suis médium, j'ai besoin de... Ah oui, je suis cerné là alors. Ouais. La totale. Hein. Ah ouais. Mais même moi, en fait, je travaille pas sur moi, mais aux gens, parce que comme ça, je me dis, quand ça match, je me dis, ah c'est bon, c'est juste. Si c'est moi et que je connais l'histoire, je vais toujours me dire, c'est le mental, donc doute. Ben oui, c'est ce que m'ont dit les médiums dans le test, et c'est vrai que c'est ce que vous avez l'air de pratiquer, c'est dès que... quand vous êtes en séance, si vous avez un élément de vérification possible, ça vous donne plus de confiance dans vos ressentis sur d'autres choses qui peuvent être... On peut offrir plus grand. Même nous, on se dit, oh, c'est bon. C'est vraiment le soulagement de se dire, ah, bah, ce que je ressens, c'est bon, bah, c'est juste. C'est juste. Donc je peux continuer. Ça donne les petites les espèces de marques. Le doute est nécessaire, c'est sûr. Voilà. Oui, donc là, on en venait où passer de reporter de guerre à ces sujets-là essentiellement. Au niveau des médias, est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de crédibilité? Est-ce que tu t'es pas trouvé confronté? Parce qu'on le sait tous, c'est des sujets qui sont parfois un peu... Non, je ne crois pas qu'il y ait de mauvais sujets. Il y a de mauvaises façons de s'y pencher, il y a de mauvaises façons de travailler dessus, mais il n'y a pas de mauvais sujet en soi. Donc moi, je pense que le travail que je fais montre son sérieux. Donc ça ne pose pas de problème, quoi. Ça pose pas de problème. Je pense que justement le succès que rencontre le test, notamment dans les grands médias depuis quelques semaines, montre que à partir du moment où on travaille sérieusement sur un sujet et qu'on est soi-même dans cette remise en question, dans ce questionnement intérieur, ben c'est rassurant en fait. Et tous mes confrères, ceux qui m'invitent à parler du test depuis le lancement du livre, sont interloqués, curieux. Assez curieux parce que ça intéresse tout le monde. Donc, oui, mais je parlais plus en termes d'audiovisuel parce que tu as fait donc l'émission Enquête extraordinaire qui est donc passée à la télévision. Mais après, on se rend compte quand même que tous ces genres de sujets, ça passe comme on fait nous, toi, plutôt par des web TV pour pouvoir justement avoir la liberté de pouvoir parler des sujets qui la preuve que non, Enquête extraordinaire, on a fait 11 films. D'accord. Ça en fait un paquet de trucs. Et puis M6 nous a laissé une liberté absolument totale. On a fait vraiment ce qu'on voulait. Il n'y avait personne en salle de montage. On disait... Parce que justement, dès le début et dès la signature de la saison 1... Sans doute, peut-être. Parce qu'il y avait l'INRES, il y avait le travail qu'on avait déjà fait précédemment. Donc effectivement, quand M6 a signé cette série, il savait que c'était une équipe sérieuse qui allait faire le sujet. Et moi, j'ai mis les choses au clair très, très, très précisément dès le début. Je leur ai dit, je fais un truc sérieux. Le premier sceptique, c'est moi. Vous n'aurez pas un sceptique dans l'émission sous prétexte de dire c'est le sceptique qui, à la fin, dira tout ça, ce sont des conneries. Parce que ça, c'est pas être sceptique, ça, c'est être croyant. Donc ils sont partis sur cette idée-là. Et l'avantage d'une chaîne privée comme M6, c'est qu'ils ont un peu les cojones, comme on dit, d'aller sur des sujets dont ils sentent bien que le public attend un regard un peu sérieux et structuré sur ces questions-là. Donc ils nous ont laissé une liberté totale. Après, on a fait 11 films, c'est beaucoup. Donc si on est passé aujourd'hui en web TV avec INRES TV, c'est plus une question de changer un peu de format et de traitement de l'information qu'un refus des chaînes grand public. Non, je crois qu'il y a un vrai désir. Mais il y a un désir de le faire sérieusement, quoi. Et le problème, c'est que des gens qui le font sérieusement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Exact. Bon, Alice, c'est donc M6 qu'il faut aller voir. D'accord. Non, mais je note, je note. J'y suis déjà allée. Dommage. Alors, si tu me le permets, je vais faire une petite, toute petite... blague un portrait Picasso chinois. C'est mon idée, ça. Donc, tu réponds du tac au tac. C'est rigolo, ça. Alors, si tu étais une croyance... Tac au tac, je suis pas bon, moi.
Non, j'allais dire bouddhisme, mais... C'est ce qui se rapproche. Chamanisme, allez, j'aime bien. Ouais. Ouais. Chamanisme, allez, plutôt. Si tu étais un doute. Chamanisme. Bien vu. Bah oui. Le chamanisme, c'est vraiment la technique de... Il n'y a plus de prof, il n'y a plus de maître, il n'y a plus de curé ou d'imam qui s'occupe de faire l'intermédiaire entre toi et le divin et le transcendant. Le chamanisme, tu y vas tout seul. Ce sont les esprits qui t'enseignent. Donc c'est un espace à la fois d'exploration extraordinaire et directe avec le divin, mais en même temps de doute permanent aussi. Si tu étais une peur. Il faut que je dise quoi en fait? Un mot ou... Oui, ce qui te vient à l'esprit. Par la tête. Le Dalai Lama, par exemple, lui, sa peur, c'est les requins. C'est tout simple. Ce qui vient automatiquement, une peur, bim. Non, le mot qui est attaché pour moi à peur, c'est malentendu en fait. D'accord. Ouais. Oui. Ça n'existe pas les méchants en fait. C'est juste, oui. On n'a pas bien compris le truc. Et si tu étais un plaisir? Là, c'est chaud là. J'ai pas le mot, ça peut être le café. Ah oui, non mais j'ai rien dit. Petits plaisirs simples et autres plaisirs ridicules, tu vois, c'est un livre que... Peut-être le chocolat. Chamanisme, allez. D'accord. Voilà. On y reste. Il nous a tout compris avec le chamanisme. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. D'accord. Plaisir de l'exploration intérieure. D'accord. Et alors, dernière petite question de Natacha, puis après moi je ferai la dernière. Ah oui, si, excusez-moi. As-tu un conseil pour les gens qui consultent justement des médiums Est-ce qu'il y a parce qu'on sait quand même qu'il y a aussi beaucoup de gens, enfin, il y en a un certain nombre qui sont peut-être charlatans, mal intentionnés. Voilà. Est-ce que pendant ton enquête du test, tu as pu percevoir justement qu'est-ce qui pouvait être de manière journalistique, montrer que tu es en face de quelqu'un qui est vraiment honnête et... on va pas dire bon, parce qu'il y a des câblages différents, mais quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de... Premièrement, il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où on est en souffrance, on est en attente. Donc on est très en attente de quelque chose. Donc il faut être très conscient de ça. Faut, dans un deuxième temps, un médium, vous le savez un petit peu, c'est pas quelqu'un qui a besoin de vous pour communiquer avec l'au-delà. Il a rien besoin. Enfin peut-être si parfois de dire tu brûles ou tu brûles pas. Mais le médium ne va pas avoir besoin que vous lui racontiez votre vie pour capter quelque chose. Donc ne rien dire, le moins possible. Et éventuellement juste peut-être dire oui, non de temps en temps pour aider la personne à se focaliser un petit peu. Mais un médium va être capable de dire des choses précises tout de suite, sans tourner autour du pot, sans dire des choses générales. Donc quelqu'un qui dit des choses un peu générales, qui tourne autour du pot, qui essaie de vous faire parler, il n'est peut-être pas complètement charlatan, mais il n'est pas médium, il essaie de jouer autre chose, donc il ne faut pas le prendre comme un médium vraiment. Mais voilà, ce qui compte beaucoup, je crois, c'est on a tous un degré d'exigence dans notre vie quotidienne. Quand on va acheter du pain, on a envie de manger du bon pain qui ne soit pas trop salé. Quand on va voir un médecin, on a envie qu'il prenne soin de nous. Je pense qu'il faut adapter cette exigence aussi quand on va voir des gens qui pratiquent des choses un petit peu bizarres. Il faut être vigilant, il faut être exigeant, il faut être conscient de qui on va voir. On ne va pas voir un magicien, on va voir quelqu'un qui a ses défauts, qui a ses qualités aussi. Donc il faut intégrer ça, il faut essayer de garder ce libre arbitre et cette vigilance qu'on a dans notre vie quotidienne, même quand on va voir un guérisseur ou un magnétiseur ou un médium, voilà, pour ne pas attendre trop, ne pas attendre de façon décalée et ne pas être, voilà, ne pas prendre le risque d'être déçu, d'avoir été abusé parce qu'on aurait abandonné cette vigilance-là. Et dernière petite question, question qui ne vient pas de nous, mais qui vient de quelque part là-haut, enfin, ou autour, hein, on est d'accord. Je les appelle les voisins du dessus, c'est pour ça, hein, pour t'expliquer la petite... Est-ce que tu es en paix aujourd'hui, Stéphane? Ah oui, j'ai l'impression, oui. Enfin, c'est loin d'être achevé, parce que le travail continue, mais il y a toute une gamme effectivement, de choses qui m'handicapaient, qui ne m'handicapent plus, mais c'est loin d'être terminé. Hein. Est-ce que ça l'est un jour? Il paraît qu'à un moment, on devient une lumière et on est bien, et on n'est plus soi-même, on n'est plus rien, je sais pas où ça se termine ça, mais... Ça pourrait peut-être être à explorer justement dans un de tes prochains livres, les courants non duels. La difficulté, c'est que plus on avance vers ce monde du subtil, plus les mots sont quand même difficiles, quoi. Oui. Donc nous, ce qu'on peut partager, c'est nos expériences humaines, c'est les allers-retours qu'on peut avoir avec cette réalité spirituelle. Mais waouh, après, quand il faut
essayer de raconter ce que c'est là-haut. Enfin, je veux dire, tous les livres d'enseignement spirituel parlent par métaphore, demandent de s'engager soi-même dans le chemin. De lire un livre pour trouver Dieu, si on n'y va pas soi-même, on va juste lire un bouquin qui raconte des belles phrases, quoi. Donc, plus j'avance, en fait, plus il y a cette nécessité de moi-même et de proposer aussi à ceux qui me lisent de s'engager personnellement dans un travail. Tant qu'on reste sur place en observateur, on est dans la philosophie et ça peut être intéressant intellectuellement parlant, mais ça ne change pas soi-même et ça ne guérit pas ce qui doit être guéri. Donc, il y a un moment où je n'écrirai plus, en fait, et je... C'est une citation de mon livre, hein, donc les gens la connaissent. Mais à un moment donné, je dis, je m'interrogeais auprès de mes guides, etc. Et je leur disais, mais alors ce que vous êtes en train de me dire, on dirait que je suis au-delà de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de Dieu? Là, ils m'ont répondu, rien. Et c'était fini. Bon, c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que c'est difficile toujours d'expliquer, de trouver des mots, etc. Puis chacun y va de son propre truc, donc voilà, c'est très difficile. Ah bah ouais. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Bah merci à toutes les deux. Ça va, ça n'a pas été trop dur. Alors. Ça va, cool. Ça va. Bon, ça va. Impeccable. J'ai pas dit de gros mots trop, c'est bon. Non, vous avez vu, on s'est super bien tenus. Hein. Elles sont gentilles. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un peu de public quand même, hein, là. Donc là aussi, ça nous a mis les biquettes. Hein, voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, merci pour le travail et les témoignages. Super. Et puis à bientôt quelque part. Avec plaisir. Avec grand plaisir, merci. Au revoir. Merci. Toc. Et on croise. La droite, la gauche. Ouais. Les deux. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Akasho sur notre chaîne YouTube.